Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale élections libanaises. Les Libanais ont voté hier, ce sont les élections législatives. Il est 20h à Beyrouth. Bienvenue, le Liban compte 4,6 millions d'habitants. Sa situation géographique, ses frontières le rendent sensible à la géopolitique du Moyen-Orient. C'est le troisième pays le plus endetté au monde. Sa croissance est relativement faible avec 2% en 2017. Le système politique est confessionnel. Le chef de l'État est un chrétien maronite. Le président du Conseil est musulman sunnite et le président du Parlement musulman chiite. Le grand gagnant de ces élections législatives, c'est le Hezbollah qui double ses sièges. Ce sont des résultats provisoires pour le moment et il pourrait disposer d'un bloc majoritaire à l'Assemblée avec ses alliés. Le Premier ministre Saad Hariri a pris une claque, on dit ici, au Liban. C'est ce qu'on dit dans la presse parce qu'il a perdu un tiers de ses sièges. Mais il reste tout de même le leader sunnite principal du pays, donc il devrait rester à son poste. À Beyrouth, la liste indépendante Koulouna Ouattani a obtenu un siège et ça c'est une première et c'est une femme et elle sera avec nous. Quel impact alors ces nouveaux équilibres ont-ils à la Chambre? Quel sera le prochain gouvernement au Liban? Quelles conséquences sur le contexte régional et international? On en parlera avec mes invités, mais tout de suite un point sur les résultats et sur cette journée avec Théa Bazdarevich. Drapeaux en main, les militants du Hezbollah fêtent leur victoire dans leur fief de Baalbek à l'est de Beyrouth. Avant même le début du dépouillement, les estimations donnaient déjà une large victoire au parti chiite. On était confiants. Comme l'a dit Hassan Nasrallah, chaque vote compte. Et Baalbek et Hermel ont été à la hauteur. Les bureaux de vote étaient remplis de personnes venues voter. Et ce lundi, la tendance est confirmée par les résultats préliminaires et les projections des médias locaux. L'alliance dite du 8 mars, formée autour du parti chiite et du courant patriotique libre du président chrétien Michel Aoun, remporterait plus de la moitié des 128 sièges du Parlement libanais. Ceci est une victoire politique, parlementaire et même morale. Elle est immense et signifie le choix de la résistance. Ce choix qui va protéger le pays et garantir sa souveraineté s'est enfin réalisé grâce à Dieu et à travers ce scrutin. De son côté, le Premier ministre Saad Hariri sort affaibli de ce scrutin. Son mouvement, le courant du futur, perd un tiers de ses sièges pour passer de 33 à 21. Nous avions fait le pari d'avoir plus de sièges. Et nous avions parié sur une plus large majorité qui comprendrait plus de chrétiens, plus de chiites. Mais ça s'est avéré difficile pour le courant du futur, parce qu'il y a une volonté de l'expulser de la vie politique libanaise. Saad Hariri devrait néanmoins être en mesure de conserver son poste de Premier ministre, réservé à un sunnite en vertu du système confessionnel libanais. Mais la grande gagnante de ces élections reste l'abstention. Plus d'un Libanais sur deux n'est pas allé voter ce dimanche. Paola Yacoubian est avec moi. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous venez de gagner à Beyrouth comme candidate sur la liste indépendante Koulouna Ouattani. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas à l'international, vous êtes une journaliste de télévision vedette au Liban, très connue. Vous avez décidé de démissionner pour vous lancer dans ces législatives et vous avez gagné. Alors quelle première réaction à cette victoire? Avant tout, je voudrais remercier les Libanais pour avoir voté pour la première fois pour quelqu'un qui est différent. Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours élu les mêmes partis, les mêmes têtes. Jamais on n'a donné une chance aux alternatives. Cette fois-ci, j'ai décidé de joindre le mouvement des courageux, je l'appelle comme ça, parce que c'est des gens qui n'utilisent pas la peur, ni la division des gens, ni leur appartenance religieuse pour les motiver, pour les... c'est une liste issue de la société civile. Hein. C'est la liste des sociétés civiles, c'est une liste qui parle des droits civiques des gens d'un seul peuple libanais et non pas de plusieurs peuples libanais. Vous savez, ce pays est très sectaire. Il est aussi sectaire parce qu'il y a une classe politique qui ne fait tout le temps que enraciner... ces identités meurtrières chez les gens. Ça, c'est le titre d'un livre pour Amin Maalouf. Donc, I'm quoting ce livre parce que ça, c'est le cas du Liban maintenant et ça continue comme ça. Donc, pour la première fois,
Ashrafieh ou Beyrouth 1, c'est le début d'une révolution, je veux dire, pour la première fois. Une révolution, vous dites? Oui, je dis une révolution parce que pour la première fois, les gens osent sortir de leur niche et voter pour quelqu'un qui dit qu'on est un seul peuple, qu'on veut nos droits et que la religion n'a rien à faire avec nos droits de citoyens. Vous voulez sortir du système confessionnel? On veut que les Libanais votent pour quelqu'un qui veut faire du travail. Le problème avec le système confessionnel, c'est que il y a toujours toutes ces failures au Liban, tous les échecs, oui, toutes les fois, sur tous les niveaux. Et une fois il y a les élections, ils reviennent les mêmes au Parlement. Ils font tous une coalition qu'ils appellent une coalition d'union nationale. Donc ils sont tous au Parlement et en même temps ils sont tous ministres parce que c'est là-bas où ils peuvent faire les services aux gens. Là-bas il y a le clientélisme. Donc ils veulent tous être ministres et il n'y a plus de watchdog. Il n'y a plus quelqu'un qui fait qui surveille ce que les ministres font. Donc cette fois-ci, nous, même s'il y a une personne, les gens vont voir... J'allais dire, vous êtes toute seule tout de même de cette liste. Peut-être qu'il y aura une deuxième candidate qui sera élue. On attend encore ce résultat. Finalement, il y a eu 80 femmes qui se sont présentées à ces élections. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Enfin, peut-être 7 qui vont avoir un siège au Parlement. Ça reste tout de même très peu. Vous parliez de blocage. Ils sont tout de même toujours là, ces blocages. Au début, il y avait 111 candidates, mais elles n'ont pas été toutes prises sur les listes. Il y a eu des listes... Comme chez nous, à Ashrafieh, par exemple, des listes, il y a 8 sièges chrétiens sans aucune femme, aucune. Ils ont trouvé 8 monsieur pour prendre une photo ensemble. Ils n'ont même pas mis une femme pour qu'elle perde dans un siège, je ne sais pas, difficile à gagner. Elle n'a pas eu même ce privilège. Donc, moi, j'ai demandé les gens de boycotter cette liste-là et j'espère qu'ils l'ont boycottée. Quel poids vous allez faire véritablement dans ce Parlement, justement? Vous êtes quasiment toute seule, peut-être avec une deuxième membre de votre liste indépendante, mais finalement, les alliances, là, il y a une percée très forte du Hezbollah. On sait que vous voulez renforcer le droit des femmes. Comment allez-vous faire entendre votre voix? Comment allez-vous véritablement agir dans cette Assemblée? Même avant d'arriver au Parlement, avant de faire cette percée, cette classe politique a déjà peur. Ils ont beaucoup incité contre nous. Il y avait eu beaucoup de rumeurs. Vous pensez qu'ils ont peur de vous, vraiment? Ils ont peur de... Non, ils ont peur de Kolona Watani, pas de moi personnellement. Ils ont peur de ce mouvement qui commence à grandir. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Il y avait une grande démonstration. On l'a annoncé à 2h de l'après-midi. Les gens sont venus à 5h, nombreux, très nombreux, pour protester avec nous. Donc c'est un mouvement qui grandit de jour en jour. Et quand on commence à travailler, quand les gens comprennent que cette classe politique a menti, que c'était des rumeurs, ce qu'ils ont dit sur notre liste, je pense que les gens vont avoir plus confiance en nous. Et je vous promets que dans les prochaines élections, il y aura plus de Kolona Watani. Et beaucoup. Donc ce n'est qu'un début, en fait. C'est un début pour la vraie opposition. Parce qu'au Liban, je vous répète encore une fois très vite, une fois ils sont au Parlement, ils veulent être ministres. Et ça, c'est pas normal. Il n'y a pas d'opposition au Liban. Pour la première fois, les gens ont élu cette opposition qui ne va pas prendre sa part du gâteau, qui va faire son travail. En tout cas, vous voulez changer également le quotidien des Libanais. C'est là-dessus que vous avez fait campagne, vous avez participé justement au mouvement contre la fameuse crise des déchets. Il n'y a pas d'électricité au Liban, il faut tout de même le rappeler, en 2018. Donc vous avez lutté pour cela, mais on voit bien tout de même que rien n'avance. Comment allez-vous faire pour convaincre? Vous allez devoir composer pour justement que soit mise en place ce type de réforme. C'est pas seulement ça, il n'y a rien au Liban. Il n'y a absolument rien. Il y a un peu la forme dans quelques rues. On pense qu'il y a l'électricité, qu'il y a de l'eau potable, mais il n'y a rien du tout. C'est très pollué. Tous les index sont très bas. Donc il faut faire beaucoup de travail, mais il faut demander les gens de prendre la rue. Je pense que c'est la seule façon, c'est le seul moyen pour que cette classe politique réagisse et qu'il donne quelque chose au peuple. Ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à maintenant, c'est du business. Et ça va continuer comme ça si les gens ne nous soutiennent pas. Je pense qu'ils vont nous soutenir et ils vont avoir confiance en nous parce que
parce que tout ce qu'on veut faire, c'est un bon travail pour être réélu et pour que la fois prochaine, il y aura beaucoup plus de monde avec moi, beaucoup plus de députés. Et puis, il y a beaucoup d'élections. C'est qu'au début, vous avez 4 ans tout de même pour agir, Paola Yacoubian. Il y a aussi les élections de municipalités, il y a les ordres de... Je ne sais pas comment vous appelez ça, les ordres. Il y a plein d'élections, universitaires même. On va participer en tout ça. On va... Vous voulez changer, en tout cas. Les clubs laïques, tout ça. Vous voulez changer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Paola Yacoubian, donc la toute nouvelle députée de la liste Koulouna Ouattani. Merci et bon courage à vous. Le Hezbollah, on le disait, est le grand gagnant de ces élections législatives. Alors qu'est-ce que le Hezbollah et finalement que veut son leader, Hassan Nasrallah, avec Théa Bazdarevich. 1982, le Liban est en pleine guerre civile. Une milice chiite encore inconnue multiplie les enlèvements d'occidentaux et prend le contrôle des quartiers chiites de Beyrouth. Son nom, Hezbollah, le parti de Dieu. Armé et financé par l'Iran et la Syrie, le Hezbollah affirme vouloir créer un État islamique au Liban. Profondément anti-israélien, il cherche à expulser les troupes israéliennes qui occupent alors le sud du Liban. En 2000, Tsahal se retire. Une nouvelle guerre éclate à l'été 2006, mais l'offensive israélienne contre les combattants chiites s'enlise. Aux yeux de l'opinion libanaise, le Hezbollah et son leader Hassan Nasrallah ont repoussé l'envahisseur israélien. Le Hezbollah s'impose au sein de la population chiite majoritaire au Liban. Au fil des ans, il devient un État dans l'État. Le mouvement possède des hôpitaux, des écoles et même sa propre chaîne de télévision. Le 14 février 2005, un attentat tue le Premier ministre Rafik Hariri et 21 autres personnes. Le Hezbollah est suspecté de l'avoir commandité. 2005, c'est également l'année où la mouvance chiite intègre pour la première fois le gouvernement libanais. Grâce à un système d'alliance, elle finira par contrôler les 2/3 des ministères. En 2016, le Hezbollah soutient le général Michel Aoun qui devient président du Liban. La domination du parti de Dieu est également militaire. Plus puissant que l'armée libanaise, ses combattants franchissent les frontières du pays. Depuis 2011, le Hezbollah combat en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad. La milice chiite a notamment aidé le régime à récupérer plusieurs territoires des mains des rebelles. La branche militaire du Hezbollah est considérée comme un groupe terroriste par l'Occident. Depuis 2004, une résolution de l'ONU demande son désarmement. Elle n'a jamais été appliquée. Et on retrouve tout de suite notre correspondant Antoine Mariotti à Jérusalem. Bonsoir Antoine. Finalement, on sait que les tensions sont nombreuses entre Israël et l'Iran. Quelles sont les réactions sur place après cette percée du Hezbollah ? Eh bien, l'une des réactions principales, l'une des seules d'ailleurs, c'est celle de Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, qui fait partie du cabinet de sécurité. Vous savez qu'en Israël, il y a une sorte de conseil des ministres, c'est le cabinet, puis vous avez le cabinet de sécurité, c'est plus resserré, ils sont 7 ministres, et ce sont eux qui prennent décision en cas de guerre ou d'attaque. Et Naftali Bennett, qui fait donc partie de ce cabinet de sécurité, a dit pour nous, c'est très simple, le Hezbollah égale le Liban. Et le Liban, nous le considérerons comme responsable de toute attaque qui est menée depuis son sol, y compris donc, sous-entendu, si le Hezbollah venait à frapper Israël, à lancer une roquette ou autre, le Liban, d'une manière générale, pourrait en faire les frais et pas uniquement le mouvement chiite. Une autre source au sein de ce cabinet de sécurité, citée par le journal Haaretz, disait que l'État libanais est indissociable du mouvement chiite Hezbollah. Voilà donc la teneur des réactions pour l'instant ici. Évidemment, c'est quelque chose que l'on suit de très près, puisque l'ennemi numéro 1 d'Israël, c'est l'Iran, mais c'est également le Hezbollah. Ils sont présents à proximité. J'ai passé hier 1h30 avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou, avec plusieurs autres journalistes étrangers, et il nous a parlé pendant 1h30 de l'Iran, et il nous a dit 99% de ce des menaces qui pèsent sur Israël viennent de l'Iran. Et dans le sentiment de Benyamin Netanyahou, quand il parle de l'Iran, il parle aussi d'ailleurs du Hezbollah qui est son bras armé au Liban, et il parle également du territoire syrien, puisqu'il dit que l'Iran a notamment des drones armés désormais qui sont à notre frontière. Il y a le Hezbollah qui est à notre frontière au Liban, mais aussi en Syrie. Alors voir le Hezbollah renforcé au Liban, ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle.
nouvelle, le voir renforcé dans les urnes, puisqu'il l'est déjà depuis longtemps militairement. On vient de l'entendre dans le sujet. Ils sont plus forts que l'armée libanaise. C'est évidemment un problème pour les Israéliens qui ont tous en tête la guerre de 2006, il y a 12 ans déjà maintenant, la guerre avec le Liban. J'étais il y a quelques jours à la frontière avec le Liban, tout au nord d'Israël, et les habitants d'un kibboutz me disaient, en regardant le Liban qui était à 200 mètres devant eux, vous savez, on a toujours dans un coin de notre tête le fait que tôt ou tard, ça va arriver. Tôt ou tard, nous allons avoir une nouvelle confrontation armée avec le Liban. Il faut vivre avec, parce que sinon, eh bien, il faudrait déménager. Merci Antoine Mariotti en direct de Jérusalem. On se retrouve dans quelques minutes. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. Si vous aimez vous faire une petite frayeur, avoir des sueurs froides, si vous aimez avoir les pétoches, les chocottes, la frousse, les jetons, bref, si vous aimez vous faire peur, vous allez être déçu. À la Banque Postale, vous n'aurez plus peur de devenir propriétaire. Découvrez la nouvelle garantie revente immobilière de notre assurance habitation. La Banque Postale, banque et citoyenne. Opel, l'avenir appartient à tous. Découvrez l'Opel Corsa à partir de 8 900 €. Oui, 8 900 € seulement. Oui, monsieur Judor, EDF vous verse une prime pour vos travaux d'isolation et de rénovation énergétique. Et de sauna, on est d'accord. Vous avez une liste de tous les travaux éligibles sur le site Une seconde. Prime Énergie d'EDF. D'une, monsieur Fifi, on vous a jamais commandé un sauna. Je me suis dit, comme il restait du bois, ça vous rappellera la Finlande. Et puis autant se faire plaisir parce qu'elle a prime EDF. D'accord, mais c'était les fenêtres, monsieur Fifi. Mais je vous ai posé les fenêtres. Hein? Et les fenêtres de sauna, ça marche? N'importe quoi. Je les ai mises ou pas? Elles sont là, hein? Si. On est dans les clous, hein? Billet retour, présenté par Vincent Roux. Qu'est devenu le Soudan après 20 ans de sanctions économiques américaines? Comment retrouver la croissance suite à la levée de l'embargo? Sur fond de conflits armés, de répression et de pauvreté, des habitants s'engagent et militent pour leur avenir. Billet retour, à regarder sur France 24 et france24.com. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce lundi 7 mai, nouveau mandat pour Vladimir Poutine, parti pour présider 6 années de plus. La Russie l'a prêté serment aujourd'hui et confirmé celui qui forme avec lui un attelage à la tête du pays depuis plus de 10 ans maintenant. Dmitri Medvedev confirmé donc au poste de Premier ministre. Air France prévoit d'assurer 80% de ses vols demain. Nouvelle journée de grève décidée par les syndicats qui attendent avant de savoir s'ils poursuivent ou non le mouvement. Les syndicats qui vont se rencontrer alors que, je vous le rappelle, le PDG a démissionné vendredi matin après l'échec des propositions de la direction vers les salariés. Le président italien Sergio Mattarella estime au vu des consultations menées aujourd'hui qu'il n'y a pas d'espoir de former de nouveau gouvernement en Italie. Hostile lui-même à l'idée législative anticipée durant l'été, il se dit néanmoins prêt à les convoquer au cas où les partis politiques italiens refuseraient un gouvernement neutre pour expédier les affaires courantes jusqu'en décembre. La Ligue s'y oppose d'ores et déjà. Et puis le Hezbollah renforcé dans les urnes au Liban. Dans l'attente des résultats officiels, le parti chiite libanais revendique une grande victoire aux élections législatives d'hier. Le Premier ministre Saad Hariri, lui, perdait un tiers de ses sièges. On retourne tout de suite à Beyrouth, édition spéciale avec Stéphanie Antoine.
sommes toujours en direct de Beyrouth pour cette émission spéciale consacrée aux élections législatives au Liban. Le grand gagnant, je vous le disais, c'est le Hezbollah qui double ses sièges et qui pourrait même avoir avec ses alliés un bloc à l'Assemblée. Le Premier ministre Saad Hariri a pris une claque, comme ils disent dans la presse libanaise, puisqu'il a perdu un tiers de ses sièges. Mais il reste tout de même le leader sunnite incontesté, donc il devrait rester Premier ministre. Le Liban, vous le savez, reste otage des puissances régionales et le risque de déstabilisation est réel. On se souvient de cette fameuse crise lorsque Saad Hariri avait été contraint à la démission sous la pression des Saoudiens. Antoine Fesneau. Un pont entre l'Orient et l'Occident. Voilà le rôle que pourrait occuper le Liban grâce à sa politique de neutralité et ses liens historiques avec la France. Depuis longtemps, Paris soutient le pays du Cèdre qui fut son ancien mandat. En novembre dernier, Emmanuel Macron a joué un rôle clé de médiateur quand le Premier ministre Saad Hariri a temporairement démissionné sous la pression supposée de Riyad. Nous sommes convenus que je l'invitais pour quelques jours en France avec sa famille. C'est aussi un geste d'amitié, une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban. Cette crise a mis en lumière la rivalité régionale au Liban entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Riyad a tissé des liens étroits avec les sunnites du pays et tenté d'utiliser le fragile équilibre politique du Liban pour contrer l'influence de l'Iran dans la région. Téhéran, de son côté, soutient le Hezbollah. Au fil des années, la milice chiite est devenue la plus grande force armée du Liban. Elle a notamment reçu le soutien d'une partie de la population pour ses attaques contre Israël en 2000 et 2006. Mais le Hezbollah est aussi critiqué pour son soutien militaire important au régime de Bachar el-Assad. Un soutien qui va à l'encontre de la politique de neutralité du gouvernement libanais. Près d'1,5 million de Syriens ont fui vers le Liban depuis 2011 et leur présence attise les tensions dans le pays. Beyrouth a lancé des appels à la communauté internationale pour répartir le flux de réfugiés et faciliter leur retour. Scarlett Haddad est notre invitée. Bonsoir, vous êtes journaliste politologue à L'Orient Le Jour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Liban est-il finalement l'otage des puissances régionales comme l'Iran et l'Arabie saoudite ? Oui, en quelque sorte, oui, on peut dire ça parce que le Liban est un pays qui est formé de plusieurs composantes religieuses et donc qui ont des appartenances, qui ont des allégeances à l'extérieur du pays, dont à l'Arabie saoudite et à l'Iran. Mais en réalité, ce qu'on essaie de faire, ce qu'essaient de faire ces élections, c'est d'essayer de renforcer, si vous voulez, l'entente interne libanaise pour protéger le Liban face aux intérêts différents qu'ont les Iraniens et les Saoudiens en particulier. Justement, avec cette percée du Hezbollah, est-ce que ça veut dire que l'Iran va s'ingérer de manière plus forte justement au Liban, au détriment peut-être de l'Arabie saoudite qui, elle, soutient le parti de Saad Hariri ? Non, moi je ne crois pas. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse parler de percée. En fait, le Hezbollah a conservé, si vous voulez, son influence parce qu'il était, je pense qu'il y avait eu des supputations ou des paris sur le fait qu'il a perdu en popularité au sein de son environnement chiite parce que, d'une part, il envoie les jeunes se battre en Syrie et mourir. D'autre part, ses députés ne sont pas en train de s'occuper effectivement des questions qui touchent le quotidien. Enfin, il a tout de même doublé ses sièges à l'Assemblée ? Non, en fait, pas vraiment. Il s'est allié au mouvement Amal et ensemble, ils ont formé un bloc. Ils ont gagné 26 sur 27 sièges chiites. Dans le Parlement précédent, ils avaient 24. Eux deux, ils avaient 24 exactement. Il y avait 3 sièges chiites qui n'étaient pas eux. Donc c'est pas une relativiser cette percée. C'est pas une très grosse différence. Et moi, je voudrais un peu, si vous me permettez, dire qu'en fait, vous dites que c'est le Hezbollah qui a gagné. En fait, toutes les parties ont gagné dans ces élections parce que le mode de scrutin proportionnel favorise l'arrivée de tout le monde au sein du Parlement. Et ça, c'était voulu par ceux qui ont élaboré cette loi. C'était voulu pour renforcer l'entente interne et la paix civile, ce qu'on appelle la paix civile. Pourtant, on dit que Saad Hariri a pris une claque, c'est ce que j'ai lu dans la presse libanaise, c'était même en une aujourd'hui, donc il a perdu des sièges, il a pris une claque. Voilà, il a perdu des sièges parce qu'il avait un bloc de 35 députés sur 128, ce qui était énorme, c'était gonflé, c'était absolument gonflé. Là, il est revenu à des dimensions, si on peut dire, plus normales. Il a un bloc quand même de 21 sièges, il reste le leader sunnite qui a le plus de députés sunnites. Et il restera Premier ministre ? Ah ça, je ne sais pas, ça dépend des marchandages
qui vont se faire et des discussions qui vont avoir lieu. Ça dépend aussi si les blocs parlementaires vont le désigner. Parce qu'au Liban, c'est les blocs parlementaires qui désignent le Premier ministre. Et celui qui a le plus de voix parlementaires devient Premier ministre forcément. Donc il pourrait ne plus être Premier ministre demain, Saad Hariri? Il pourrait ne plus être Premier ministre, mais moi personnellement, si vous me demandez mon avis, je pense que non, il va l'être. Il a fait aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle il a dit que la priorité était la paix civile. En fait, tout est à relativiser. Il a perdu, c'est sûr, il n'a plus 35, il a 21, mais il reste quand même le sunnite le plus fort. Pour en revenir sur ces rivalités entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on se souvient tout de même de la crise au mois de novembre dernier, lorsque justement les Saoudiens ont fait pression sur Saad Hariri pour le pousser à la démission. Est-ce que justement il pourrait faire encore pression sur lui, d'autant plus qu'il a perdu des sièges et que le Hezbollah est tout de même plus gagnant aujourd'hui? Justement, je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est en fait, la plupart des composantes des partis politiques au Liban veulent garder Saad Hariri au Liban. D'abord parce que finalement, on ne veut plus revivre cette expérience qui était quand même un petit désastre pour le Liban et pour toute la réputation de ce pays. Un Premier ministre qui est enlevé et détenu, etc. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Donc non, on va essayer, je pense que chacun va essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, si on peut dire, sans parler du Hezbollah dans le cas précis. Et c'est une image, je veux dire. Et pour essayer de former un gouvernement dans les plus brefs délais et protéger, parce qu'on sait que la situation régionale est particulièrement compliquée. Il y a même des risques de confrontation entre l'Iran et les Israéliens. Donc nous, on a intérêt à préserver un minimum de stabilité au Liban. Donc finalement, vous êtes favorable à une sorte de composition, il faut qu'ils composent encore tous ensemble et que finalement rien ne change dans ce gouvernement, Scarlett Haddad? Si, parce que les rapports déjà de force, les équilibres ont changé. En fait, comme vous avez dit, Saad Hariri a un bloc plus réduit. Les forces libanaises, vous n'êtes pas en train d'en parler, mais elles ont un bloc beaucoup plus important qu'elles n'en avaient. Le parti du président de la République a gagné aussi à peu près, il a augmenté un peu ses sièges. Et il y a même des petites formations. Il y a par exemple... Justement, on n'avait pas Ola Yacoubian avec nous, donc qui, elle, en fait, représente la société civile. Il y a quelques sièges, enfin en tout cas un, ça reste minoritaire, mais pour vous, c'est un changement tout de même? Oui, bien sûr, c'est un changement, mais il n'y a pas que Paula. Il y a par exemple, il y avait 3 femmes dans le précédent Parlement, maintenant il y en a 6. Vous allez me dire que c'est un peu ridicule, mais non, parce que c'est un début. Ça veut dire que la société libanaise est en train d'évoluer et que vers le mieux, parce que c'est élargir, avoir plus de composantes. Il y a beaucoup d'indépendants dans ce nouveau Parlement. Indépendants, je veux dire entre guillemets, mais des gens qui n'appartiennent pas aux grandes formations. Ils restent minoritaires tout de même. Oui, mais ils vont peut-être faire des blocs entre eux, faire des alliances et pour devenir plus puissants. Vous espérez tout de même qu'il y ait un changement dans ce pays? Moi, je pense que le changement a déjà commencé. D'abord, la loi électorale basée sur le mode de scrutin proportionnel est un grand changement parce qu'il a fallu que les partis politiques... Cette loi a été extrêmement critiquée pendant toute la campagne. Oui, elle a été critiquée. Nous, on aime critiquer. C'est un peu comme vous, les Français. Mais je veux dire, il y a quand même un pas en avant. C'est sûr que ce n'est pas la loi idéale. C'est sûr qu'on n'a pas eu la campagne électorale la meilleure et la plus intègre. C'est sûr, on connaît ces failles-là. Mais il y a quand même un pas en avant. Et le pas se traduit justement par l'élection de Paul Yacoubian au Parlement. Ça, c'est un bon indice, par l'apparition de petits groupes qui, s'ils s'allient ensemble, peuvent faire un poids, peuvent faire la différence. Et on parlait justement de ces rivalités et de l'impact de ces puissances régionales et internationales. On parle effectivement d'un éventuel conflit entre Israël et l'Iran, en tout cas en Syrie. Est-ce que ça vous inquiète? Ça pourrait effectivement avoir un impact au Liban? Oui, bien sûr, ça nous inquiète, parce que nous sommes au cœur dans cette région et nous avons toutes les composantes qui font que nous sommes au cœur aussi du conflit, parce que les Israéliens, il y a un conflit, vous le savez maintenant, sur les eaux territoriales, sur le pétrole qui y aurait dans nos eaux territoriales qui sont disputées avec les Israéliens. Le Liban considère que cette partie-là appartient au Liban et les Israéliens la convoitent aussi. Donc là, on a un problème qui pourrait dégénérer en guerre si vraiment les Israéliens décident de s'emparer de cette partie-là sans l'accord du Liban. Bon, donc vous avez ça. Vous avez la Syrie qui va dans une nouvelle phase de confrontation qui n'en finit plus, une guerre qui n'en finit plus. Nous avons les déplacés syriens, nous avons les réfugiés palestiniens. Tout ça fait du Liban une poudrière. Donc si les responsables libanais ne prennent pas conscience de ces risques, tout peut éclater. Nous pouvons être balayés par une guerre régionale ou par je ne sais pas quoi. Donc nous, on a intérêt à donner la priorité à l'entente interne. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que ces élections essaient de produire.
Contexte international tendu en plus, puisque Donald Trump va prendre la décision sur l'accord iranien dans une semaine, qu'il va transférer à Jérusalem, la capitale d'Israël. Donc tout ça va se passer dans une semaine. Est-ce que là aussi, le contexte international est explosif et pourrait avoir un impact négatif au Liban? Bien sûr, bien sûr. Nous avons des Palestiniens. Nous avons à peu près 300 000 Palestiniens qui sont là et qui sont à 2 pas d'Israël, si vous voulez, de leur terre d'origine, et qui pourraient éventuellement lancer une opération ou faire des protestations, qui font d'ailleurs des manifestations, qui vont en faire le 15 mai. Et donc, on a tous les facteurs d'une explosion. Donc, c'est là que doit intervenir la sagesse de la classe politique libanaise. Et moi, je répète que le fait d'organiser des élections sur une nouvelle loi qui ouvre la voie à de nouvelles parties d'intégrer le Parlement, ça, c'est une façon de renforcer la paix interne, parce qu'il n'y aura plus de gens exclus qui vont utiliser la rue au lieu d'être au sein du Parlement. Le conflit va se déplacer au sein du Parlement au lieu d'être dans la rue. Sur justement la crise des déchets et tout ce qui est politique interne au Liban, on a vu qu'il n'arrivait absolument pas à prendre des mesures, qu'il n'y a pas encore un grand plan sur les déchets qui a été pris au Liban, que les infrastructures sont encore nettement insuffisantes. Vous pensez qu'il peut y avoir des progrès effectués alors que finalement on va se retrouver avec les mêmes ? Oui, mais enfin avec les mêmes, comme je vous ai dit, mais avec de nouveaux rapports de force. Mais il y a aussi, c'est que le Hezbollah l'a dit et le président de la République l'a dit, apparemment la prochaine étape, ça va être celle de la lutte contre la corruption. Si c'est vrai, s'ils arrivent à faire quelque chose, à ébranler cette montagne de corruption, ce système de corruption qui a produit la crise des déchets, qui a produit la crise, enfin toutes les crises de l'eau polluée, de tout ce qu'on a, les fleuves pollués, cette corruption a fait ça. Donc si vraiment ils vont donner la priorité à la lutte contre la corruption, ça veut dire que quelque chose va bouger. Moi, je crois qu'ils n'ont plus le choix. Les gens ont montré qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ne peuvent plus les supporter. Il faut que ça change. Et apparemment, ils ont saisi le message puisqu'ils vont agir. On attend. Vous êtes optimiste en tout cas, Scarlett Haddad. Merci d'avoir été avec nous, journaliste, politologue à l'Orient le Jour. Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Téhéran, Mariam Pirzadeh. On en parlait justement, Mariam, de ces tensions entre Israël et l'Iran. Finalement, comment réagit Téhéran? Est-ce que l'Iran se glorifie finalement de cette percée du Hezbollah au Liban? Eh bien écoutez Stéphanie, il n'y a pas vraiment beaucoup de réactions sur le résultat de ces élections libanaises. Il n'y en a eu seulement une seule. Elle est venue du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui indiquait que l'Iran respectait le vote des Libanais et qu'ils étaient prêts à coopérer avec le gouvernement qui sera élu par la majorité, rappelant que le Liban était un pays indépendant. Réaction également dans la presse conservatrice surtout. Je pense à Tasnim News qui est proche des gardiens de la révolution et qui titre « Le résultat de l'élection libanaise met un coup d'arrêt au monopole d'Hariri auprès des sunnites ». Il faut dire que là, les Iraniens pensent à autre chose. Ils pensent à samedi prochain, au fait que peut-être Donald Trump va annoncer son retrait du nucléaire iranien. Cela fait 2 jours qu'Hassan Rouhani fait des discours sur ce point. En tout cas, sur ces élections libanaises, il faut dire qu'effectivement, à l'image de ce titre de Tasnim News, Saad Hariri, c'est surtout ça qu'on retient ici, c'est cette défaite. Il n'est pas apprécié par les autorités iraniennes, il est vu surtout comme le proche, d'ailleurs il est saoudien, sa femme est saoudienne, du grand rival de l'Iran, l'Arabie saoudite, surtout depuis ses critiques, depuis Riyad, c'était en novembre, il avait critiqué l'influence néfaste de l'Iran dans la région. C'est donc plutôt une perte d'influence saoudienne sur la politique libanaise qui est perçue par Téhéran. On le sait de toute façon, ce n'est pas un secret. Le Hezbollah libanais et l'Iran sont perçus comme une seule et même entité. Ils sont liés par les mêmes intérêts. Ils sont ensemble en Syrie, notamment. D'ailleurs, récemment, le Maroc a rompu ses relations avec Téhéran en indiquant que le Hezbollah, qui était financé par l'Iran, aider le front Polisario. Donc si cette percée du Hezbollah se confirme officiellement, effectivement cela va favoriser l'Iran dans un moment qui est extrêmement compliqué. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, leur influence chiite va être renforcée sur la scène internationale, alors que là, effectivement, la conjoncture n'est pas bonne pour la République islamique, et alors que je vous le disais, samedi pourrait sceller aussi l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien qui a été signé en juillet 2015. Merci beaucoup Mariam Pirzadeh en direct de Téhéran. Je suis toujours à Beyrouth, au Liban. Et au Liban, eh bien, sachez que la croissance est insuffisante, les inégalités sont fortes et le coût de la vie trop cher. Alors ces élections vont-elles changer la donne? Reportage à Beyrouth de nos correspondantes Marguerite Silve et Leila Molana Allen. Dans les banlieues de Beyrouth où le salaire moyen est de 375 € par mois, c'est une bataille quotidienne pour payer ses factures.
Alors que les salaires sont gelés depuis 2012, le prix des denrées du quotidien a augmenté de près de 40%. Résultat, la dette personnelle a explosé. Cédric Mansour est infirmier, il gagne 500 € par mois. Même s'il est heureux d'avoir un travail, il n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Les choses empirent. J'ai déjà 22 000 € de dette et le loyer à payer. Je ne sais pas quoi faire, c'est comme ça dans ce pays. Vous ne pouvez pas survivre sans avoir un deuxième, troisième et quatrième travail pour subvenir aux besoins de votre famille. 12% des ménages ont souscrit à une aide gouvernementale, mais en réalité, ils ne sont qu'une poignée à en bénéficier. Les Mansour n'en font pas partie, ils sont juste au-dessus du seuil de pauvreté et sont contraints de contracter des crédits pour s'en sortir. J'ai essayé de contacter de nombreux ministères pour obtenir de l'aide, mais ils m'ont tous raccroché au nez. Eliane, l'épouse de Cédric, est inquiète pour ses enfants. Les enfants ont des besoins. Quand je les sors et qu'ils veulent quelque chose à manger au supermarché, je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Mon mari et moi pouvons vivre avec pas grand-chose, mais ce n'est pas le cas pour les enfants. Pour eux, les résultats de ce scrutin importent peu. Ils restent convaincus que la situation économique ne changera pas. Les gens souffrent vraiment et sont terriblement pauvres. Mais les politiques se soucient seulement des élections, des sièges et de l'argent. Ils ne se soucient jamais des gens. Les Mansour ne sont pas un cas isolé. Les Libanais les plus démunis sont nombreux à ne plus faire confiance aux élites politiques qui, selon eux, se soucient peu du sort de la classe ouvrière. Ils doivent s'occuper des pauvres qui n'ont rien à manger. Ils méritent mieux que cela. C'est dommage que le Liban ait été réduit à cela. Ils ne vont rien changer. Officiellement, le taux de chômage au Liban est de 10%, mais selon un rapport indépendant publié en 2017, il atteindrait désormais les 25%. En 2018, 30 000 jeunes Libanais doivent intégrer le marché du travail pour seulement 7 000 postes disponibles. Un défi supplémentaire que les futurs responsables politiques devront relever. Je suis en compagnie de Marouane Amadé, ministre de l'Éducation. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un proche de Walid Jumblat. Vous êtes ministre de l'Éducation, mais vous avez été plusieurs fois ministre de l'Économie, ministre même des Déplacés. Finalement, allez-vous rester au gouvernement ? Certainement pas. Je pense que nous allons passer à l'opposition parce que la composition de cette Chambre, dominée par le Hezbollah et par un régime à tendance fascisante qui est le président Aoun et ses gendres, qui font un peu compte de Chiano, va nous pousser probablement à quitter un gouvernement. Nous avions de grands espoirs qu'avec l'avènement de la Nouvelle République, on irait vers des réformes, on irait vers un apaisement, vers une véritable dissociation du Liban des crises du Proche-Orient. Et là, on voit un glissement vers l'Iran qui va certainement compromettre les promesses d'aide faites par l'Occident au Liban, qui va peut-être nous précipiter dans des complications régionales sécuritaires importantes avec les menaces qui s'élèvent, avec l'avenir de l'accord sur l'Iran et sur le plan des réformes. Ne vous attendez à rien d'un... Les réformes, pardonnez-moi Marouane Amadé, mais ça fait un petit moment qu'on en parle. La crise des déchets date de 2015. Vous étiez, vous, au gouvernement? En 2015, je suis venu au gouvernement immédiatement après l'avènement du président Aoun et la composition du gouvernement Hariri. Aujourd'hui, vous le contestez, le président Aoun, alors que vous avez composé? Absolument, je ne l'ai pas composé, je n'ai pas voté pour lui. Et je me sens satisfait de n'avoir pas voté pour lui. Et j'ai des réserves pour un ami très cher qui est le président Hariri, qui est le fils d'un grand ami assassiné à l'époque où j'ai été victime moi-même d'un attentat 2 mois auparavant, pour, je dirais, un peu de laxisme face au progrès du Hezbollah sur le terrain et dans la politique et à la corruption grandissante du mandat du président Aoun et de ses gendres. Justement, Saad Hariri, on voit qu'il a été affaibli par ces élections puisque son parti a perdu des sièges. Que pensez-vous de ce scrutin, à votre avis? Pourquoi finalement a-t-il été affaibli? Écoutez, d'abord le scrutin, la loi a été concoctée, façonnée et imposée par le Hezbollah et le groupe aouniste. Et il était évident que Hariri, qui était en demi-teinte dans cette situation-là, allait être affaibli. C'est leur objectif, d'affaiblir tout le corps politique modéré du Liban, le corps qui n'est pas aligné sur l'Iran et qui n'est pas plongé dans cette entreprise familiale qui est le régime Aoun. Et donc je crois que Saad Hariri va avoir des difficultés à former un nouveau gouvernement.
je lui souhaite. Vous n'en serez pas, alors au moment où il est affaibli, vous ne voulez pas le soutenir, au contraire rester auprès de lui? Non, moi je pense que nous et lui devrions passer à l'opposition si on ne veut pas précipiter le Liban vraiment dans le camp de l'Iran définitivement et donc dans une orbite qui va nous mener ou à une guerre régionale ou à un éclatement local et intérieur. Donc là, vous conseillez à Saad Hariri de ne pas justement être reconduit, de ne pas reprendre le poste de Premier ministre? Lui va certainement le vouloir et vouloir le prendre, mais je pense qu'il faut un peu mettre un cran d'arrêt à cette progression du Hezbollah, qui est une progression due à cette complicité du général Aoun, président Aoun, et de son parti. En quoi, en quittant le gouvernement, finalement, vous allez justement aller dans ce sens? Il faut finalement une opposition au Liban. Le problème, c'est que tout le monde est au gouvernement, que personne ne conteste le gouvernement à la Chambre. La Chambre, dans toutes ses composantes, est représentée au gouvernement, et donc il n'y a ni une comptabilité qui se tient, ni une législation qui est réelle. Tout est concocté par un gouvernement dominé par deux partis, le Hezbollah et les Aounistes. Donc vous voulez participer à l'opposition pour justement être constructif et contester en fait l'actuel gouvernement? Pour pouvoir imposer des réformes sans lesquelles le Liban va aller ou à la banqueroute financière, il est déjà sur ce chemin, ou à l'aventure militaire. Alors justement, le FMI est assez alarmiste sur la situation économique et financière du pays. Il dit que ça manque de structure, que les réformes n'ont pas été menées. Pourquoi vous, lorsque vous étiez au gouvernement, vous n'avez pas poussé justement à mettre en œuvre ces réformes? C'était un gouvernement de transition lié aux élections qui ont enfin eu lieu. Et dans ce gouvernement de transition, j'étais avec 4 ou 5 ministres, dont ceux des forces libanaises, le parti qui est opposé aux Aounistes. Nous étions les seuls contestataires au sein du gouvernement. Et je pense que le moment est venu, non seulement des contestataires au sein du gouvernement, mais de pouvoir vraiment imposer des freins à cette mouvance que je vous dis du Hezbollah et à cette tendance qui va certainement empêcher toute réforme. Le Hezbollah veut un régime dirigiste à l'iranienne. Les Aounistes veulent tout, mais surtout se faire de l'argent. Et je pense que dans cette conjoncture-là, il est temps de dire ça suffit. Justement, on parlait des influences de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Vous pensez justement qu'avec cette percée du Hezbollah, tout de même relative, nous disait tout à l'heure Scarlett Haddad, il s'agit de quelques sièges. Est-ce que l'Iran va avoir un impact plus important au Liban? C'est votre point de vue? La question n'est pas une affaire de quelques sièges. Il y a une armée parallèle qui est là. C'était déjà le cas? Oui, mais elle prend de plus en plus de légitimité parce qu'elle est couverte par des sièges. Et c'est ça l'objectif de la nouvelle loi électorale. Je vous parle, je n'ai pas perdu les élections, j'ai gagné mes élections moi-même avec Walid Jumblat. Mais je vous dis que ce qui se passe, c'est une légitimisation de la deuxième armée au Liban, alors que notre objectif, c'est qu'il y ait une seule armée, l'armée légale et légitime du pays, qu'il y ait une seule politique, une seule souveraineté et finalement une politique de réforme qui aboutisse à vraiment sauver le Liban économiquement. Pourquoi avez-vous accepté ce poste alors en tant que ministre de l'Éducation? Il y a un an, j'étais à l'éducation, j'ai fait mon possible pour améliorer l'éducation. Nous avons de grosses crises, mais le fait est qu'en présence du Hezbollah, à mon avis, composé avec ces partis-là, n'aboutira nulle part. Je me souviens, il y a un phénomène de fascisation du Liban qui est en train de progresser. Vous êtes très pessimiste? Moi, je suis pessimiste, oui. Sur la déstabilisation possible du Liban, effectivement, le destin du Liban est tout de même lié à celui de la Syrie. Les réfugiés sont très nombreux. On n'en a pas encore parlé dans cette émission. Il y a plus d'1 million de réfugiés syriens, justement, au Liban. Il y a eu un certain nombre de déblocages de crédits lors de la conférence du Cèdre, 10 milliards de débloqués. Finalement, comment résoudre cette crise des réfugiés? Parce que vous étiez au gouvernement au moment où cette conférence a eu lieu. C'est 10 milliards promis, pas débloqués encore. Ils ne seront débloqués qu'à condition que nous procédions à des réformes. Je pense que la composition de cette nouvelle Chambre, avec une domination accentuée du Hezbollah, ne va pas permettre des réformes économiques. D'autre part, je suis moi-même en charge à l'éducation de 630 000 enfants syriens, dont environ 400 000 sont scolarisés. Et c'est moi qui suis ce dossier. Et je pense que ce dossier devient de plus en plus pesant, mais que le fait que l'Occident
et laisser Bachar al-Assad s'installer, faire de la véritable ségrégation religieuse en Syrie, de mettre les sunnites dehors. Il ne veut pas leur retour et donc il impose à une déstabilisation du Liban par un nombre, 1,5 million de sunnites en plus, ce qui va affoler les chrétiens et les pousser peut-être à l'émigration. Il faut absolument éviter cela. Il faut que la composante chrétienne reste attachée à ce pays, qu'elle n'émigre pas. Et je ne pense pas qu'en augmentant le nombre des députés du Hezbollah ou leur influence dans le gouvernement, on va rassurer ni l'Occident, ni les pays arabes, surtout ceux qui ont de l'argent et qui peuvent aider les Libans et débloquer ces fameux crédits dont vous parliez. Ce n'est pas le chemin que nous prenons. Donald Trump va décider si justement il retire les États-Unis de l'accord sur le nucléaire dans une semaine. Il va transférer la capitale à Jérusalem, la capitale d'Israël. Tout ça va se passer dans moins d'une semaine. Quel impact ça peut avoir sur le Liban? Écoutez, ce soir, Hassan Nasrallah, dans son discours post-électoral, a dit Beyrouth devient la capitale de la résistance. Alors vous vous imaginez, s'il y a une réaction à cette sortie de l'accord, qui est à mon avis une aventure aussi, sortir de l'accord, si une réaction se prépare ou se fait à partir du Liban, c'est jeter le Liban vraiment dans le piège. Merci beaucoup Marwan Amadi d'avoir été avec nous. Donc vous nous annoncez que vous voulez quitter le gouvernement ce soir. Donc presque ancien ministre de l'éducation du gouvernement de Saad Hariri. Du nouveau Parlement. Mais membre du nouveau Parlement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale en direct de Beyrouth, émission spéciale consacrée aux élections législatives au Liban. Restez avec nous.